Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la réforme universitaire avec un dossier consacré à la réforme de l'enseignement supérieur au Sénégal. Au programme également de cette émission, le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise, a assuré que les différentes parties se sont mis d'accord pour dialoguer. Et la crise interne se poursuit au sein du Parti démocratique sénégalais où les frondeurs ont demandé la refondation du parti. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes. Gemma Taleb, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Jean-Marie Biteau, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Le président ougandais Yoweri Museveni a achevé sa visite au Burundi. Avant de partir, il a assuré que pouvoir, opposition et société civile s'étaient mis d'accord pour négocier. Il a également confié la médiation à son ministre de la Défense, Lisa Siakizimana. Crispus Kionga, le ministre ougandais de la Défense, va désormais diriger les négociations au Burundi. Voilà la conclusion des consultations du nouveau médiateur de la crise burundaise. Le président Yoweri Museveni, en visite à Bujumbura depuis mardi 14 juillet, a rencontré tous les acteurs politiques du pays, les chefs religieux, les représentants de la société civile et les anciens chefs d'État. Le médiateur a appelé à de nouvelles négociations entre tous les acteurs de la crise burundaise à partir de ce jeudi 16 juillet. Nous venons en ce moment de terminer la plénière où il a fait une restitution sur les consultations qu'il avait organisées. Et la conclusion finale à laquelle on est arrivé est que dès demain, les diverses parties vont entreprendre des négociations sans interruption jusqu'à obtenir un accord. Et le président Museveni a dit qu'il va dépêcher son ministre de la Défense nationale qui va le représenter dans ces négociations et en cas de besoin, lui-même s'est déclaré prêt à revenir. Lors de cette visite, le président ougandais a insisté sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, un point qui soulève des polémiques au moment où le facilitateur recommande également de ne pas toucher aux accords d'Arusha ni à la Constitution. Quand on parle du gouvernement d'union nationale, l'accord d'Arusha, la Constitution ne permettait pas de former ce gouvernement en dehors des gens qui ont été aux élections. Ça n'existe pas. C'est impossible parce que pour former ce gouvernement d'union nationale, il faut passer outre la Constitution, il faut passer outre l'accord d'Arusha et amender l'article 129 de la Constitution. L'avenir du calendrier électoral reste incertain jusqu'à la fin des nouvelles négociations. Rappelons que la première étape du processus électoral a eu lieu le 29 juin. La présidentielle a été reportée au 21 juillet et les sénatoriales toujours fixées au 24 juillet 2015. Gemal, que pensez-vous du résultat de cette médiation express qui n'a duré que 2 jours et qui se résume à un accord pour négocier ? Alors évidemment, ça veut dire que la tâche est pénible, la tâche est difficile. Le mérite revient au président Museveni, qui lui-même, rappelons-le, est au pouvoir depuis 1986 et c'est toujours l'ironie du sort. C'est-à-dire qu'il a depuis très longtemps, il fait un accord pour qu'une élection ait lieu, mais enfin, pourquoi pas. Moi j'aime bien Museveni, cela dit au passage. C'est un grand Africain qui a un grand sens de l'histoire, mais enfin, ça fait très longtemps qu'il est là. Toujours est-il donc, pour revenir à la crise elle-même, je trouve que non, c'est une bonne chose. C'est pénible. Les Nations Unies se sont grillées là-dedans. M. Djinit, qui est le délégué des Nations Unies sur le dossier, s'est aussi brûlé les ailes. La crise burundaise est une crise difficile. Elle est partie sur une incompréhension constitutionnelle. Elle s'est terminée par un coup d'État militaire avorté. Elle se poursuit dans une incompréhension générale. Je pense, moi, que les positions de l'opposition n'évoluent pas parce qu'ils restent figés, rigides, et que malheureusement, le président Nkurunziza n'accepte pas le dialogue inclusif. Et là, en l'occurrence, la faute ne revient pas, plus du tout en tout cas à l'opposition, mais plutôt au président Nkurunziza, qui a besoin, lui, moi je fais partie de ceux qui pensent que la modification de la Constitution n'est pas un scandale en soi, mais le fait de ne pas accepter un dialogue inclusif est une faute politique, et je pense qu'il commet une faute politique. Le rôle du président Museveni est réel, c'est un monument sur le continent et dans la région, et donc le fait qu'il arrive à un débit de dialogue, parce qu'en fait, le travail là, vous dites, on arrive à un accord pour s'accorder après. Arriver à cet accord-là était déjà en soi compliqué parce que les gens n'acceptaient pas de se parler. Là, on arrive à un point où les gens, désormais, le fil du dialogue est repris. Et donc, bravo à lui. Souhaitons
que tout cela arrive très vite à une solution dont ce pays a évidemment et ardemment besoin. Jean-Marie, que peuvent donner des négociations à moins d'une semaine de la présidentielle s'il n'est plus possible ni de négocier sur la date, ni sur le troisième mandat? Justement, je sais pas sur quoi vont porter, comment dirais-je, ce dialogue-là, dans la mesure où la position du président Nkurunziza est une position qui est tranchée, dans laquelle, bon, il se trouve bien dans son bon droit par rapport, comment dirais-je, indépendant même des accords d'Arusha dont leur ancien président en a parlé ici là sur le plateau, dans le reportage. Donc, à la limite, moi, je ne vois pas sur quoi est-ce que ça va porter. Ça porterait éventuellement peut-être à une stabilisation, comment dirais, de la scène politique burundaise, chose qui n'est pas légère. C'est relativement important que le pays reste stable. Mais de mon point de vue, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment poser un dialogue efficace en 2 semaines, dans la mesure où on sait que ça fait déjà pratiquement 2 ou 3 mois qu'on est sur ce sujet-là. L'opposition campe sur ses positions. L'opposition campe sur ses positions qui sont de ne pas réeffectuer un 3e mandat selon les accords d'Arusha. La Constitution n'ayant pas été encore modifiée en tant que telle, je trouve que c'est quand même assez bizarre comme situation, dans la mesure où on ne s'accorde sur rien. Daouda, alors rapidement, le président ougandais, avant de quitter le Burundi, a plaidé pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, un gouvernement d'union nationale, en général, c'est dans des zones de conflit, on va dire, ou en tout cas quand la situation est très grave. Bon, là, elle l'est, hein, je ne dis pas le contraire, mais à l'approche d'élections, demander un gouvernement d'union nationale, je ne sais pas sur quelle base cela peut se faire. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution, parce que ça ne fera que reporter le problème à plus tard. Donc autant trouver une solution à ce problème si c'est possible, mais j'ai bien peur que à cause de la situation, que ça ne va pas être si facile que ça. Merci. Dans l'actualité également, la crise interne se poursuit au sein du Parti démocratique sénégalais. Les désaccords entre les différents courants de la formation politique se sont en effet accentués depuis que les frondeurs ont demandé la refondation du parti. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais est secoué par une crise interne depuis que le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, Modou Diagne Fada, a demandé la réforme de son administration. Le camp des réformateurs est accusé d'être des pions de l'actuel régime, des accusations que les frondeurs ont toujours dénoncées. Les hommes fidèles au secrétaire général national estiment que la principale bataille aujourd'hui est la libération des militants en prison. Tout le monde ici est pour un parti toujours performant et toujours debout. Nous sommes d'accord. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la personne même, Modou Diagne Fada, dont on parle, on a noté que depuis le début, depuis que nous avons perdu le pouvoir et qu'il a été nommé président du groupe parlementaire, il ne s'est pas engagé dans la bataille du parti. Depuis la perte du pouvoir en 2012, les militants du PDS sont confrontés à des problèmes avec la justice. Le plus célèbre est la détention de l'ancien ministre de la Coopération internationale, Karim Wade, dont le procès est jugé inéquitable par ses partisans. Le groupe de travail des Nations Unies a estimé il y a quelques semaines que sa détention était arbitraire. Le président de la Cour d'appel du Sénégal, Souleymane Teliko, au nom des magistrats, a dit à Macky Sall que la CREI ne garantit pas un procès juste et équitable. Le groupe de travail des Nations Unies également a dit que Karim Wade est victime d'une détention arbitraire. Au lieu de 6 mois, il est resté là-bas 2 ans. Le Parti démocratique sénégalais a été créé par l'ancien président Abdoulaye Wade en 1974. Après 26 ans passés dans l'opposition, il est passé au pouvoir en mars 2000. Aujourd'hui, ce parti est miné par la transhumance politique et les querelles de leadership. Pour calmer les frondeurs, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, a réaménagé le bureau en y intégrant les contestataires. Daouda, est-ce que ces frondeurs sont capables d'ébranler ce parti, le PDS, et de remettre en question son unité ? Remettre en question son unité, oui, parce que l'unité du PDS, elle est atteinte aujourd'hui, hein, quelque part. Maintenant, aller jusqu'à détruire le parti, je ne le crois pas, puisque c'est de l'intérêt d'aucun des frondeurs, puisque le
Parti démocratique sénégalais est quand même un appareil assez solide qui existe, qui est le premier parti d'opposition du Sénégal, qui existe depuis 1974, avant même le multipartisme en Afrique. Donc c'est quand même, il y a des bases solides. Donc même le frondeur en chef, Mamadou Diagne Fada, s'il a des ambitions, la meilleure façon pour lui d'exprimer ses ambitions, c'est au sein du parti, parce que tout seul, il ne vaut, en tout cas en termes d'électorat, je ne pense pas que je pense pas que son engagement parle vraiment aux Sénégalais en dehors du Parti démocratique sénégalais. Jemal, est-ce qu'il n'est pas difficile pour un parti de préparer son avenir quand son candidat désigné pour la prochaine présidentielle est en prison? Bien sûr que c'est difficile, mais enfin, moi je ne suis pas d'accord avec Daouda. Enfin, Daouda et moi, nous sommes presque sénégalais tous les deux. Je ne suis pas très objectif à parler du PDS parce que j'aime bien le président Wade et je considère que le PDS c'est Wade, c'est le président Wade. L'une des particularités des oppositions africaines, c'est que les chefs d'État changent, les chefs de parti ne changent jamais. Le PDS de ce point de vue-là, un exemple, parce que c'est le bébé de Wade. Et généralement, les partis politiques sont des petites boutiques dans notre continent, dans nos pays, qui sont fabriqués par des personnes et qui ne les lâchent pas. Et donc de ce point de vue-là, et voyez-vous, je dis ça, y compris du président Wade que j'aime beaucoup, c'est une réalité. C'est d'ailleurs que c'est son affaire. Il ne lâche pas. Non, M. Fada et tous les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, ça n'ébranlera évidemment pas le PDS qui reste tant que le président Wade est là. Bien entendu, vous posez la question et la plus importante et la plus lancinante. Je pense, moi, que le maître du pouvoir est derrière tout cela et qu'en définitive, l'idée d'avoir le candidat déclaré d'un parti qui se trouve être le fils de l'ancien président, qui est lui-même chef de parti, tout ça est assez paradoxal. Mais enfin, c'est comme ça et bien entendu, est une chose évidemment gênante. Mais en soi, le PDS reste le PDS, le président Wade restera à la tête du PDS et tant que son autorité et sa puissance est toujours là, je pense que le parti sera uni. Là, les choses auraient été beaucoup plus compliquées si c'était son fils ou quelqu'un d'autre qui est à la tête du parti ou si lui venait à disparaître, bien entendu. Parce qu'encore une fois, c'est souvent des petites PME que les uns et les autres gardent et qui ne lâchent pas. Le PDS, c'est plus qu'une PME parce qu'il était au pouvoir et c'est devenu un vrai parti. Et Daouda a raison, c'est une vieille organisation politique qui a une vraie assise, une vraie base et qui est un vrai parti politique. Jean-Marie, un parti tel que le Parti démocratique sénégalais, est-ce qu'il a besoin d'une refondation, comme le demandent les frondeurs? Je ne saurais le dire, Fanny, dans la mesure où vous avez, en fonction de ce que mes deux collègues viennent de dire, ce que réclament les frondeurs, ce n'est pas, comment dirais-je, l'implosion du parti. Ils réclament, comment dirais-je, une modification de la marche, comment dirais-je, du parti. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, il demande d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Moi, je me souviens, si vous voulez, le leader des frondeurs, je l'ai suivi à plusieurs reprises, il dit qu'il veut bien rester dans le parti. Mais ce qu'il réclame, c'est que le fonctionnement du parti, pour eux, leur semble ne plus être adapté par rapport à la donne d'aujourd'hui. Donc, là-dessus, le problème que Jemal vient de soulever là, à savoir le fils qui est en prison. Quelque part, j'ai l'impression que les frondeurs se disent, tant que le fils étant en prison, pour quelle raison est-ce qu'on va le maintenir en tant que candidat? Donc, c'est-à-dire, c'est tout simplement modifier le fonctionnement interne du parti, de mon point de vue. Tout simplement, pourquoi? Parce que les frondeurs ne demandent pas la disparition, ni même le départ, si vous voulez, du fondateur du parti. Ils veulent tout simplement, ils réclament beaucoup plus de démocratie interne à l'intérieur de leur parti. Alors, Daouda, une réaction rapide justement sur le fait que le candidat désigné soit en prison aujourd'hui. Oui, c'est le candidat désigné. On sait que il a été désigné à la va-vite. Ça c'est un fait, mais c'est pas contesté, en tout cas par la grande majorité du parti. Donc, il est légitime, même s'il est en prison, effectivement. Maintenant, j'ai l'impression qu'on peut faire une parallèle entre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et un peu ce qui se passe au Sénégal. Quand Pascal Affi-N'Guessan se dit, moi, je vais être candidat, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir libérer Laurent Gbagbo. Et c'est ce que Mamadou Diagne Fada aussi et ceux qui le suivent sont en train d'avancer comme c'est ce qu'ils avancent comme argument. Maintenant, rien n'est moins sûr. Il y a la question de la candidature en 2017. Est-ce qu'il y aura réduction du mandat ou pas? D'ici là, si c'est 2019, peut-être que Karim Wade sortira de prison, parce qu'au pire, il pourra bénéficier d'une remise de peine. Donc les cartes peuvent être rejouées. Aujourd'hui... Dans le pays judiciaire, il ne pourra pas se présenter, c'est un autre débat. Ah oui, mais c'est un autre débat. On va terminer là-dessus. Merci. Nous allons marquer une courte pause dans l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom.